Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Bonjour et bienvenue au Wunderparlement. Nous sommes le 23 avril 2024. C'est la dernière session plénière avant des élections européennes. Il faut aller voter. Oui, et aujourd'hui, nous avons Walter Mavrič, directeur de la traduction du Parlement européen. Bonjour Walter, merci d'être venu et accepter notre invitation. Bonjour. Voilà, nous sommes le 23 avril 2024 et je vous rappelle que Walter Mavrič était déjà notre invité en 2023. Nous avons parlé de tout un tas de choses, mais il nous manque encore quelques centaines de langues à évoquer. Ensemble, on va le faire dans quelques instants. Hello, welcome to the Wunderparlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. Et on va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Walter Mavrič, la première question pour vous, c'est un peu la joue, parce que peut-être vous pouvez déjà entendre que ni moi, ni ma collègue Elena sommes français. Alors, vous parlez plein de langues, j'ai entendu 6. Est-ce que vous pouvez deviner de quel pays on vient par rapport à notre accent? Oui, c'est un peu... Je voulais vous demander cette question avant qu'on a commencé, hein, parce que j'ai noté qu'il y a un petit accent. Mon français aussi, c'est pas un native speaker, non? J'ai appris français quand je suis venu à Luxembourg, à travailler à Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. Je pense que c'est Ukraine ou peut-être, je ne sais pas, c'est un peu difficile. C'est pas Ukraine. Non, ouais. C'est un peu difficile à deviner, hein, mais quand même, c'est difficile. Mais vous êtes bien dans la région un peu slavique. Oui, c'est ça. Oui, je pensais que c'est un peu des langues langue slave de l'Est. C'est inverse, c'est langue slave de l'Ouest. Ah, ok. Lequel? C'est tchèque. Ah, tchèque. Ah, ok. Mais quand même, alors c'est très proche à ma langue native. Oui. C'est slovène, ma langue. Et alors, peut-être il y a même des mots que je peux comprendre. Quoi. Oui, je pense aussi. Je pense des jeunes slaves, ils peuvent comprendre qui est slave. Ok, très bien. Par rapport à mon collègue, qu'est-ce que vous pensez? Oui, je dois écouter un peu. Vous pouvez poser quelques questions pour moi? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez prononcer mon nom et prénom? Walter Mavrič. Roumain? Non, pas du tout. Ah, ok. C'est un peu difficile à dire alors. Russie, je viens de Russie. Ok. Ouais. Oui, merci pour participer à cette petit jeu de début. On peut poursuivre pour un peu donner votre parcours professionnel. Comment ça se passe que quelqu'un devient la directeur générale de la traduction du Parlement européen? Oui. Parce que je peux imaginer que ce n'est pas la première idée. Si quelqu'un est dans l'école, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je veux faire le directeur général. Alors, non. Comment vous avez commencé? Comment vous avez arrivé à ça? Non, pas du tout. Hein. C'est... on devient peut-être le directeur général d'un service de traduction en suivant un parcours professionnel qui commence ou qui peut commencer avec la profession de traducteur ou professionnel de langue ou un interprète. Dans mon cas, c'était le cas, non? Alors, j'ai étudié les langues étrangères à l'université de Ljubljana, mais j'ai suivi aussi des autres parcours professionnels après. Mais j'ai commencé à travailler comme traducteur ou interprète parce que pour une langue comme le slovène, tu dois faire un peu tous les jobs, toutes les tâches qui sont liées aux langues. Non? J'ai même travaillé comme un guide touristique à la mer Adriatique chez nous. Alors, c'est un peu... C'est lié à la profession, mais quand même après, quand tu passes le concours,
qui est une condition pour entrer dans les institutions européennes. Tu commences une carrière de fonctionnaire. Et en étant le fonctionnaire, tu as la possibilité d'être nommé, parce que être le directeur général, tu es nommé, et tu es nommé par la structure qui s'appelle le Bureau du Parlement européen, où il y a le président et les 14 vice-présidents. Et par rapport à ce concours qu'il faut passer, est-ce que si ce n'est pas secret, quels sont des critères? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Est-ce que tout le monde va avoir le niveau C1 ou ce n'est pas, ou C2 ou ce n'est pas trop strict? Oui. Alors, moi, je dirais, si quelqu'un me demande aujourd'hui, moi, je dirais que la chose très importante, ou la plus importante, c'est la connaissance de la langue maternelle. Et en connaissant la langue maternelle très très bien, tu peux réussir très bien aussi le concours. Alors pour devenir un interprète ou un traducteur au Parlement européen, tu passes plus ou moins de 7 à 9 examens qui sont gérés par le service qui est responsable pour le concours. Et là, dans cet examen, tu fais ou l'examen de test de traduction ou différents entretiens, différents même jeux que vous avez fait avec moi au début. C'est un jeu différent, mais quand même, il y a des examens oraux à ce moment-là. Alors après, tu passes tout l'examen, tu es mis sur une liste de réserve. Et dans cette liste, la liste de réserve te donne la possibilité d'être recruté après au service de traduction ou autres services au Parlement européen. Mais le concours, c'est c'est la seule possibilité d'entrer dans l'institution. Merci. Oui. Comme vous avez déjà évoqué, vous êtes polyglotte, vous parlez 5 langues, italienne, slovène, croate, anglais et français, c'est ça? Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre système d'apprentissage de langue étrangère ou peut-être que vous avez quelques astuces? Oui. Alors, ça, nous, on aime utiliser notre verbe, non, premièrement. Je sais que la plupart des gens utilisent toujours combien de langues tu parles. Non? Nous, comme traducteurs déjà, non, ou les interprètes aussi, non, c'est pas nécessaire que tu parles la langue, mais que tu les connais, que tu les utilises. Non? Alors, pour l'utilisation de ces langues, nous devons passer de différents examens. Et quand vous parlez de ces langues que vous avez mentionnées, ce sont mes langues professionnelles que je peux utiliser dans ma profession. Parce que j'ai passé le concours, j'ai passé l'examen et tout ça. Logiquement, tous nous, professionnels de langue qui sommes au Parlement européen, nous avons plusieurs langues que ça. Certaines sont les langues officielles et langues de travail de l'Union européenne, qui sont 24. Certains sont ils ne rentrent pas dans ce système. Par exemple, si je parle de mon cas, c'est déjà une langue qui s'appelle luxembourgeois, qui n'est pas une langue officielle ou de travail de l'Union européenne. Après, je commence à apprendre maintenant l'hébreu. L'hébreu, c'est aussi non pas une langue qui rentre dans cette famille-là. Et dans ma enfance, je parle et j'utilisais toujours avec mes grands-parents le friulien, qui est aussi une langue qui ne rentre pas dans le système de langue formelle ou officielle et de travail de l'Union européenne. Mais logiquement, je l'ai utilisé certains, ou je vais utiliser certains dans le futur. C'est pourquoi, et après on a des langues de communication qu'on utilise aussi dans notre travail, dans notre ambiance de bureau, avec les collègues, comme dans mon cas, c'est un peu même le polonais, un peu les différentes langues comme espagnol, comme allemand aussi. Pas alsacien, où on se trouve maintenant, mais quand j'écoute, je vois pas mal de les mots similaires à luxembourgeois parfois, et je peux reconnaître pas mal de choses aussi de cette langue-là. Mais les astuces,
je ne sais pas dire. Il faut aimer les langues, c'est clair. Il faut aimer les langues. Il faut, quand il les apprend, il faut travailler dur. C'est pas facile à toujours apprendre. Il faut les pratiquer, il faut, si possible, non? Il faut les pratiquer, il faut lire. Mais la base, pour moi, c'est toujours la langue maternelle, où on apprend beaucoup aussi des langues étrangères. Et j'ai eu la chance d'aller en Slovénie en vacances et j'étais impressionnée par le niveau d'anglais de toutes les personnes que j'ai pu croiser là-bas. Et donc moi, je me demandais à quoi ça ressemble un cours de langue en Slovénie. Est-ce que l'école, ça a participé à vous donner ce goût aux langues étrangères? Et oui, quelle différence il y a dans le système éducatif slovène dans l'apprentissage des langues par rapport aux autres pays de l'Union européenne? Oui, alors chaque pays, comme vous savez, ils sont responsables pour le système de formation et spécialement pour des cours linguistiques, de l'introduction des langues étrangères dans le système scolaire. En Slovénie, oui, on commence très tôt avec les langues étrangères et en Slovénie, c'est obligatoire l'anglais comme la langue d'apprentissage, mais en même temps, on a des langues aussi, on les appelle la langue de la région, et dans mon cas, c'était l'italien, parce que en Slovénie, il y a 3 langues officielles, c'est slovène et comme national, mais aussi italien et hongrois. Et alors, moi, j'avais la chance d'utiliser l'anglais, italien et slovène. Mais comme je dis avant, parfois j'ai compris aussi le friulien, le croate, à certains moments, et allemand, parce que des voisins autrichiens, mais aussi de la culture slovène qui est très liée à la culture autrichienne. Alors, je pense que l'école joue un rôle très important. En Slovénie, il commence maintenant déjà vraiment au premier classe de l'école primaire. Ils sont en train de discuter maintenant d'ajouter les autres langues à 3e, si je ne me trompe pas, mais quand même, ils commencent à ajouter les langues. Mais la base reste la langue maternelle, je pense. Et si on maîtrise bien la langue maternelle, on peut aussi apprendre les langues étrangères. Alors Walter Mavrič, vous êtes donc directeur général du service de la direction de la traduction, donc à la tête d'un service de 1300 professionnels de la langue et de l'interculturalité. Arrivent aujourd'hui les élections européennes de juin 2024 et il y a un projet Europarl Radio qui est dans votre direction avec 24 langues officielles de l'Union en jeu et vous produisez des programmes radio, des podcasts à destination de tous les Européens. Ils sont accessibles gratuitement à toutes les radios européennes ou peut-être mondiales d'ailleurs qui le souhaitent. Mais comment est-ce qu'on peut rester neutre avec des élections qui s'annoncent pour le moins cristallisées, crispantes et un peu brûlantes? Comment rester neutre? Comment ne pas prendre parti? Comment Europarl Radio réalise ça? Oui. Merci pour cette question de confrères et de consoeurs, si je me peux permettre. Le projet de Europarl Radio, c'est basé sur une chose très simple. Au Parlement européen, nous avons beaucoup de services qui créent chaque jour des milliers de pages des informations pour les députés, pour les citoyens, qui sont parfois écrites dans une manière très complexe. Et dans toutes les langues, mais spécialement dans la langue anglaise, non? Parce que la plupart des originaux, des documents sources sont rédigés en langue anglaise. Alors, notre hiérarchie a eu l'idée
de commencer au même moment avec 2 projets. Le premier projet, c'était le langage clair, dont nous avons parlé aussi dans le dernier podcast, il y a 1 an presque, ou plus d'1 an. Et la deuxième phase, c'était aussi, mais deuxième, je parle il y a déjà 4-5 ans, non, qu'on a commencé à faire ça, de convertir ou transformer les textes complexes écrits en langage pas seulement clair, mais aussi radiophonique, dans un langage qui peut être utilisé avec les voix dans tous les 24 langues, mais dans une manière radiophonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne prenons pas parti de différents ou politiques ou être neutre ou pas neutre, mais nous utilisons toujours la voix de notre personne, la voix de nos services de recherche parlementaires, de communication et tout ça. Et pourquoi nous sommes là, les traducteurs ou les services de traduction à le faire? Parce que nous connaissons bien la langue, même la conversion vers langage clair. Et c'est pourquoi nous utilisons seulement des matériaux comme ça dans les programmes ou la programmation de radio Europarl. On va écouter un petit extrait d'Europarl Radio qui a envie peut-être de nous inciter à voter le 9 juin 2024. Ce que l'Europe fait pour moi. Les citoyens qui s'intéressent à l'Europe. Voici ce que l'Europe fait pour les citoyens qui s'intéressent à l'Europe. Nombreux sont les domaines sur lesquels l'Union européenne exerce une influence politique. Vous aimeriez savoir comment l'Union façonne votre vie quotidienne et comment elle est organisée? Voici comment vous y prendre. Tout d'abord, vous pouvez consulter les sites officiels des différents organes de l'Union. Vous y trouverez des documents officiels, des dossiers d'information et des actualités sur leurs activités. Ensuite, certaines plateformes spécifiques vous proposent des enregistrements audio et vidéo. C'est le cas d'Europarl TV, un service du Parlement européen, ou des services audiovisuels de la Commission européenne. Enfin, pourquoi ne pas profiter des journées portes ouvertes pour visiter les institutions de l'Union européenne? Vous pouvez également vous rendre dans les bureaux d'information de votre pays d'origine. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions et vous inviteront peut-être même à certains de leurs événements. La transparence est un principe fondamental pour l'Union européenne. Vous trouverez donc facilement réponse à toutes vos questions. Le Wunderparlement, en ce 23 avril 2024, reçoit Walter Mavrič, directeur général de la traduction au Parlement européen. Il y a 24 langues officielles dans l'Union, mais et toutes les autres langues du monde, Elena? Oui, existe pas mal de pays candidats à l'Union européenne et moi, je m'intéresse. Il y a les règles par rapport à l'impact de ces pays sur la traduction des documents parlementaires au Parlement européen. Par exemple, si on parle de l'Ukraine, y a-t-il des documents qui sont traduits en ukrainien ou pas? Oui. Alors, il y a... logiquement, on parle des pays membres, non? Et quand un pays devient membre, le pays décide aussi quelle langue va utiliser comme une des langues officielles ou de travail au Parlement européen. Alors, dans le cas de l'Ukraine, ça, c'est pas encore le cas. Et c'est la réponse pourrait être très courte et très brève. Il n'existe pas les traductions en ukrainien. Mais il y a aussi des documentations aux documents, aux textes, aux contenus politiques, comme le Parlement, à cause de la guerre en Ukraine. On produit beaucoup de positions, on les appelle résolutions du Parlement européen. Et là, on a établi un service de traduction pour les langues ukrainiennes et russes. Et on traduit aussi vers l'ukrainien et parfois aussi vers le russe. Et là, pour ça, on a des personnes qui sont en permanence avec nous, sont des traducteurs. Et les traductions sont là aussi dans cette manière. On était aussi très actifs dans la création d'une
un site web, Stand Up with Ukraine, Mus Ukraino. Et là, on a tous les textes sont présentés en anglais, français et ukrainien. Merci beaucoup. Alors l'Union européenne compte 24 langues officielles, d'ailleurs ça signifie 552 combinaisons, qui ne sont pas toujours possibles. Vous utilisez des langues pivots pour traduire des langues qui ne sont pas pratiquées énormément. Mais il y a aussi toutes les autres langues, les langues régionales d'Europe. Vous, Walter Mavrič, vous nous racontiez qu'on pouvait écrire en basque au Parlement européen et qu'on avait une réponse en basque. Donc, en alsacien, j'ai le droit aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Qui décide? Enfin, quelle langue on peut utiliser pour communiquer avec l'Union européenne ou le Parlement européen? Oui. Alors, je vous donne premièrement peut-être une réponse un peu administrative, comme ça on connaît un peu la procédure. Alors, à chaque moment, les pays membres peuvent proposer les nouvelles langues. Et quand il y a une proposition sur la table, on ajoute alsacien. Par exemple, la France veut ajouter l'alsacien. Ça n'arrivera pas, je crois. Oui, mais par exemple, la Slovénie veut ajouter l'alsacien. Alors, c'est cette proposition sur la table. Tous les 27 pays doivent être d'accord. Et quand tous les 27 pays sont d'accord, on ajoute cette langue. Alors, je ne sais pas si tous les 27 pays sont d'accord pour l'alsacien, mais un cas spécifique, c'était qu'on a discuté beaucoup. Il y avait même beaucoup de monde qui nous ont demandé quand le Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni ils ont quitté l'Union européenne. Qu'est-ce qui se va passer avec l'anglais? Est-ce qu'ils s'en vont aussi avec l'anglais? Est-ce qu'ils restent anglais? Alors, la même chose, c'était aussi pour l'anglais, non? Quelqu'un doit soumettre ça à l'agenda de réunion de conseil, parce que c'est le conseil qui décide, non? Les pays membres qui décident ça. Et doit mettre sur l'agenda, on élimine l'anglais de nos langues officielles. OK, ça c'est la proposition. Alors, tous les 27 pays doivent être d'accord avec cette proposition. Et je connais qu'au minimum 2 pays qui sont contre, l'Irlande et la Malte, parce qu'ils utilisent ça comme langue officielle dans leur pays. Mais je crois que aussi mon pays, la Slovénie, serait contre, parce que la langue la langue anglaise est très véhiculaire dans un monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est pas probable que ça sera fait, non? Alors cette politique, c'est pour toutes les langues. Vous avez évoqué le basque, vous venez d'évoquer le basque. Alors là, c'est un accord spécial avec le gouvernement espagnol d'Espagne qui a demandé cet régime pour la communication avec les citoyens entre 3 langues, basque, catalan et galicien. C'est vrai que les citoyens peuvent écrire la lettre au Parlement européen dans une de ces 3 langues et la réponse doit être rédigée dans une de ces 3 langues. Et l'écriture inclusive est un débat qui prend de l'ampleur en France. On s'amuse à être pour ou contre cette écriture qui veut remettre les genres à égalité entre masculin et féminin. Alors, est-ce qu'on a le droit à l'écriture inclusive en Europe, à l'Union européenne? Est-ce que l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui dépasse le français? Est-ce que les autres langues européennes sont aussi sur ce sujet? Est-ce qu'on débat aussi? Et quelle position le Parlement? Oui, nous, le bureau du Parlement européen a adopté les lignes directrices sur l'usage d'un langage neutre, non, de point de vue de genre. Et ça, c'est disponible sur le site, dans toutes les langues de l'Union européenne. Il y a aussi un glossaire, si on peut dire comme ça, de langage sensible, où il y a aussi le langage inclusif, mais
c'est dans plusieurs domaines. Mais ça, c'est pour la communication interne au sein du Parlement. Et ça existe aussi dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Anna? Je voudrais maintenant un peu retourner vers votre position. Je voudrais bien voir à quoi se ressemble votre journée typique. Qu'est-ce que vous faites pendant votre journée? Est-ce que vous réalisez toujours des traductions ou vous êtes plutôt dans d'autres places déjà dans votre carrière et vous ne faites plus la traduction, c'est d'autres gens? J'aimerais faire des traductions, oui, tous les jours, mais malheureusement, je ne peux plus faire, sauf dans certains projets qui sont liés aux journées de portes ouvertes, aux journées de multilinguisme, aux différentes formations que j'organise aussi moi-même. J'adore les formations linguistiques de différents types. Mais la plupart de mes journées sont divisées par différentes réunions avec le personnel ou sur les choses administratives, parce qu'avec les 1300 personnes, il y a aussi des choses très administratives à faire. Mais je fais beaucoup de réunions aussi avec dans le domaine des stratégies de multilinguisme, pas seulement au Parlement européen, mais aussi dans les autres institutions européennes, et aussi avec les pays membres qui sont en train de commencer ce trajet, pays candidats qui sont en train de commencer le trajet vers devenir membre de l'Union européenne. Par exemple, demain, je rencontre le représentant d'Albanie, par exemple. Non? Mais il y a chaque semaine aussi dans ce domaine-là qui est très important. Mais aussi, ma semaine, parfois, c'est divisée en 3 lieux de travail, comme Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. C'est vrai que les distances ne sont pas tellement grandes, mais quand même, ça prend un peu de temps aussi de voyager. Et ça me prend aussi pas mal de temps aussi de coordonner différents services avec les autres services au Parlement européen, parce que quand on organise la plénière ici au Parlement, logiquement, vous voyez seulement les résultats, mais dans cette plénière, il y a une énorme organisation derrière qui commence déjà longtemps avant. Alors, je vois que vous avez très intéressant horaire de travail. Peut-être on peut terminer par la courte anecdote de votre travail. Moi, j'ai une petite question. Je sais que les traducteurs qui travaillent au Parlement européen, ils ne font pas de fautes, comme vous avez déjà, dit. Mais je ne peux pas éviter cette question par rapport à la situation embarrassante. Peut-être vous savez l'exemple de Nikita Khrouchtchev qui a dit Kuzkina mать, la mère de Kuzma. Vous savez cette... Non. OK. J'étais un petit peu mal à l'aise. OK. Non, pas du tout. Mais quand même, je sais de quoi vous pouvez peut-être parler. Les traducteurs et les interprètes, premièrement, c'est un peu différent le travail. Ils ont beaucoup d'anecdotes. Mais nous sommes des personnes dans les coulisses et on reste dans les coulisses. Non? Notre manière de travailler, c'est toujours là, derrière cette coulisse-là. Et c'est pourquoi on est très lié à la confidentialité de notre travail. Non? Et logiquement, il y a peut-être des interprètes et traducteurs qui publient les livres à la fin de leur carrière. Et peut-être une de ces anecdotes, c'est lié un peu aussi à cette anecdote que vous venez peut-être de la mentionner. Et il y a plein de ces livres. Logiquement, ça reste à la, je dirais, à la conscience professionnelle de ces personnes qui ont écrit les livres, alors les mémoires, non?
nous voulons garder un peu la confidentialité de notre travail, mais quand même, les anecdotes, ils sont toujours liés, pas seulement à des erreurs, je dirais, non? C'est plutôt parfois comment la langue est utilisée comme un instrument pour des autres fins, non? Par exemple, même les réclamations devant la cour, non? Au tribunal, parfois, une des argumentations serait « Ah, mais dans la version slovène, il dit ça, mais dans l'original, l'anglais, ça dit une autre chose, non? » Et premièrement, ça dit presque toujours la même chose, non? S'il y a un différent, on fait toujours un corrigendum, une correction de cette traduction. Mais la deuxième chose qui est très importante pour l'Union européenne en général, que après que la traduction ou la version linguistique, comme on les appelle ici, est publiée dans un journal officiel, cette version devient l'original. Par exemple, quand vous regardez, ou si vous faites une réclamation auprès du tribunal de Cour de justice de l'Union européenne, ils doivent regarder tous les 24 langues parce que tous les 24 sont originaux. Et ça, c'est l'importance de notre travail. Et ça, c'est l'importance c'est pourquoi je dis qu'on ne fait pas des erreurs, parce qu'on ne doit pas les faire dans les lois. Tous les 24 langues sont originaux. Mais c'est vrai qu'il y aura des mémoires, peut-être de moi aussi, je ne sais pas. Walter Mavrič, directeur général de la traduction au Parlement européen. On a commencé cette émission par une devinette. Je vous propose de la conclure par une autre devinette. Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle 4 langues? Je ne sais pas, le country something. Polyglotte. Vous savez, quelqu'un qui parle 3 langues. Trilingue. Trilingue, quelqu'un qui parle 2 langues. Bilingue. Quelqu'un qui parle une langue. Monolingue. Un français. Oui. Je dirais pas. Non, Moi, je le dis. Oui. non. C'est les stéréotypes, les clichés qu'on combat aussi dans notre service de multilinguisme, parce qu'on croit dans les langues au multilinguisme, et c'est tout vraiment. Oui, j'ai entendu déjà pour chaque nationalité cette blague. Hein. Pas les Slovènes. Les Slovènes disent ça aussi. Mais peut-être qu'on a un autre témoin. Hein? Merci beaucoup, Walter Mavrič, directeur général de la traduction au Parlement européen. Merci, Lisa, Elena, Anna. Merci, Philippe, à la technique. Et rendez-vous à bientôt dans le Wunderparlement pour de nouvelles aventures. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.